Bienvenue à tous dans notre Zoom du jour, aujourd'hui avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous êtes ancien officier de gendarmerie, passé par l'infanterie. Vous êtes l'auteur de la première tribune des militaires du 14 avril, diffusée par Valeurs Actuelles, co-signée aujourd'hui par plus de 26 000 militaires actifs ou en retraite. Moins d'une semaine après la diffusion de votre tribune, 16 officiers du Cercle de réflexion interarmée ont mis les parlementaires en garde contre un risque de guerre civile, malgré la promesse de sanctions du ministre de la Défense contre les signataires de votre texte. Une nouvelle tribune de militaires a été diffusée dimanche 9 mai. Plus de 132 000 signatures auraient déjà été recueillies. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ma première question, elle est simple. Il se passe quoi là? Il se passe tout simplement que je pense que la cocotte minute est en train d'imploser, d'exploser, parce que l'État, je dirais même pas le gouvernement actuel, parce que ça c'est beaucoup plus vieux, parce que l'État n'a pas été capable depuis 40 ans de trouver des solutions. Il a mis la poussière sous le tapis, et à un moment donné, évidemment, on voit bien qu'il y a une réalité, et on est en face d'une réalité. Et cette réalité, l'État ne veut pas la voir. Il ne veut même pas la voir maintenant, puisqu'il y aurait eu une solution par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à cette tribune, à cette lettre ouverte, pardon. C'était de dire, écoutez, ce que vous dites, on va y réfléchir, on va même vous recevoir, au besoin, on va recevoir un certain nombre de généraux, on va vous recevoir, et puis on va en discuter. Au lieu de ça, ça a été tout de suite l'attitude de on veut pas voir, on veut pas savoir, et on va réprimer. Et ça, je crois que c'est très mauvais. D'ailleurs, on a eu un maximum de signatures après que l'on ait annoncé que d'abord on était grosso modo des vieux cons, porteurs de charentaises, enfin vous connaissez factieux, tout ce que vous voulez. Et à partir de là, les militaires à la retraite, puisque c'était pour les militaires à la retraite, se sont dit on ne peut pas traiter comme ça les gens. Et d'ailleurs, le ricochet est identique, et vous voyez bien quand vous voyez les termes de la lettre, pour les gens d'actifs par rapport à nous. C'est-à-dire que chaque fois, ils font une erreur. Ils croient qu'en nous insultant, ils vont dissuader les gens d'avant, enfin les militaires, de stopper une aide ou de stopper d'être avec nous. C'est l'inverse, parce que tout simplement, le militaire, je crois, n'aime pas qu'on le prenne pour quelqu'un de faible et qui va immédiatement se baisser la tête si on lui dit. Et deuxièmement, parce qu'il y a une réalité qui est tellement forte aujourd'hui qu'il fallait bien à un moment donné que quelqu'un le dise. Hein. Vous savez, c'est le comte d'Andersen, le roi est nu. Je veux dire, à un moment donné, alors moi je suis pas un petit garçon, mais à un moment donné, il y a un petit garçon qui arrive, qui voit le roi nu dans la rue, alors que tout le monde s'extasie parce qu'on lui a fait croire qu'il porte de beaux habits, et qui dit, mais il est nu. Voilà, à un moment donné, il fallait bien que quelqu'un ait cette attitude. C'est celle que j'ai eue. On verra jusqu'où ça ira, mais je crois que c'est ça. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, l'auteur de cette deuxième tribune des militaires, est anonyme. Est-ce que vous êtes en relation avec lui? Est-ce que c'est une sortie coordonnée avec la vôtre? Alors, je pense pas. Je pense que c'est une en réactivité avec la nôtre. C'est-à-dire que la nôtre, quand les gens d'Active l'ont lu, puisque évidemment, vous pourrez penser que tous les gens d'Active l'ont lu. Je ne dis pas qu'ils sont tous d'accord avec nous. Il y en a une grande partie qui est d'accord avec nous, mais tous les gens d'Active l'ont lu. Et à partir de là, ils ont compris une chose, c'est que nous étions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, traités plus bas que terre, alors que nous disions des vérités que eux voient sur le terrain, encore plus que nous. Nous ne sommes plus sur le terrain, nous avons une vision un peu de hauteur, mais nous n'avons pas la vision terre à terre qu'ils ont, pragmatique qu'ils ont, et à partir du moment où ils ont cette vision pragmatique, eh bien, et qu'ils ont eu sur des théâtres extérieurs ou qu'ils ont comme citoyens en France, à partir de ce moment-là, ils ont décidé de nous rejoindre et surtout de dire touchez pas à nos anciens d'une certaine manière.
60 ans après le soulèvement militaire d'Alger, on entend certains parler de coup d'État. Je le disais juste avant, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, le ministre de la Défense, a promis des sanctions. 18 signataires en activité comparaîtront devant un conseil militaire. Qu'est-ce que vous avez à répondre aujourd'hui au ministre de la Défense? Moi, j'ai à lui répondre que c'est toujours la même chose, on casse le thermomètre. Au lieu de nous voir et de voir les problèmes derrière, on décide que ça sera la discipline. Et c'est très bizarre parce que le général Lecointre lui-même, le chef d'état-major des armées, avait demandé à ce qu'il y ait une libération de la parole. Et on voit bien que la libération de la parole, il entendait dans un seul sens, c'était qu'on aille vers lui. Et en plus, je tiens à dire que le général Lecointre est un politique. S'il n'était pas un politique, il ne serait pas chef d'état-major des armées. Vous pensez bien. Donc, il est évident que je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler. Le militaire n'est pas quelqu'un qui doit avoir bouche close. Il a simplement à ne pas parler, à ne pas donner son avis politique, c'est-à-dire sur les partis politiques, en disant moi je suis pour un tel ou moi je suis pour un tel. Le reste, tout est politique. Alors, si tout est politique, il ne peut plus parler. Donc, il a un devoir, un double devoir, celui, certes, de réserve, mais en même temps, de dire la vérité, parce que je crois que nous sommes connus, et peut-être c'est pour ça que le peuple nous apprécie, pour la notion de vérité et l'exemplarité, parce que je ne crois pas que malheureusement les politiques soient connus comme étant exemplaires. Revenons à votre tribune, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, la première, dans laquelle vous dénoncez un certain antiracisme qui sème la haine entre les communautés. Vous allez jusqu'à dire que certains des représentants de cet antiracisme souhaitent la guerre raciale. Vous pensez vraiment qu'une guerre civile est possible en France aujourd'hui? Et une guerre de qui contre qui? Alors, une guerre civile, évidemment qu'elle est possible. Et je pense que la tribune des gens d'Active le dit de la même manière. Elle n'est pas souhaitable, mais elle est possible. On a fait l'exégèse de mes textes. Mon texte dit très bien, il parle de mission d'ailleurs, donc s'il parle de mission, on voit bien que c'est pas l'armée elle-même qui va prendre ça en main, mais c'est le politique qui va à un moment donné être étranglé dans une situation infernale et qui va demander à l'armée de le faire. Et ça, nous ne voudrions pas qu'on y arrive. Et pour pas qu'on y arrive, eh bien, il faut prendre des mesures bien avant. Ces mesures, elles sont je n'ai pas à les commenter, les mesures, puisque c'est le politique qui doit les prendre. Simplement, ce que je peux dire, c'est que je peux vous donner un schéma qui d'ailleurs a été donné, je crois, dans Guérilla par Oberton. C'est la voiture de police qui arrive avec 5 CRS à l'intérieur et il y a des gens une vingtaine de racailles ou de bandes qui arrivent et qui commencent à taper sur la voiture, à lancer des cocktails Molotov. Ça s'est fait d'ailleurs. Et à ce moment-là, les CRS prennent peur, ils tirent, ils tuent 2 ou 3 ou 4, et vous voyez tout de suite le déferlement que ça pourrait amener. Déferlement qui amènera à un autre déferlement, qui amènera à un autre déferlement, ainsi de suite. Donc, ce que je dis n'est pas quelque chose qui est impossible. En 2005, on y était tout proche, et pourtant là, il s'agissait que d'être dans des transformateurs. Il n'y avait pas un acte de tuer, alors que là, il y aurait un acte de tuer pour se défendre, évidemment, de la part des CRS. Et vous pensez à une guerre civile, mais qui opposerait qui à qui en fait? Parce que les Français armés aujourd'hui, c'est qui à part les chasseurs? Non, mais je ne pense pas que ça se passerait de manière aussi, aussi intangible, aussi cloisonnée. Je pense que ça serait quelque chose dont il faudrait tirer les fils petit à petit. Je veux dire qu'à un moment donné, il y aurait des rassemblements qui dégénéreraient, qui amèneraient des rassemblements de l'autre côté. Je prends un exemple. On peut très bien se dire qu'après ça, on attaque une église, on attaque de l'autre côté une mosquée, et puis petit à petit, on met des troupes ou on met des gens armés devant l'église ou devant des mosquées. Je vais vous dire, les armes, en France, il y en a. Hein. Il y en a évidemment énormément du côté des banlieues, mais il y en a aussi, vous l'avez parlé des chasseurs, il y a des gens qui font du tir aussi sportif. Enfin, il y en a. On n'est pas aux États-Unis, certes, mais ça existe. Donc, c'est là où ne pas appuyer sur le bouton est une chose
qui est facile à déclencher. Le problème, c'est qu'il y a toutes les composantes aujourd'hui et que personne n'essaye de voir ça. On devrait simplement appliquer un certain nombre de lois, et tant qu'on n'applique pas ces lois, eh bien, la situation devient délétère. Et attendez, je ne vais pas vous le dire, vous la voyez tous les jours avec tout ce qui se passe, ce qui s'est passé, les morts, les deux victimes. D'ailleurs, de manière très intéressante, parce que la première, c'est les islamistes, la fonctionnaire de police, et le deuxième, c'est les banlieues, c'est les bandes. Ça fait partie des racailles et de la drogue. Bon. Donc, on voit bien que ces deux-là, je ne dirais pas s'unissent, mais sont deux composantes négatives qui peuvent forcément, qui sont à un moment donné, qui peuvent former un bloc. D'ailleurs, c'est très simple. Les islamistes ont besoin d'armes. Où est-ce qu'ils vont se fournir? Ben, ils vont se fournir chez la racaille du coin qui, elle, avec ses moyens financiers, est capable de se payer des armes. Hein. D'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Mera et ensuite les problèmes des attentats de Paris, ils ont acheté des armes parce qu'ils connaissaient ensuite, en plus ils étaient issus de ces milieux interlopes, ces bandes, ils ont très vite trouvé des armes. Vous allez aussi sur le terrain du séparatisme. Dans votre tribune, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, la partition du territoire, François Hollande en parlait déjà lors de son quinquennat. Comment est-ce que vous expliquez l'incapacité de la République à faire respecter ses propres lois dans certains quartiers dits difficiles? Je vous répondrai toujours la même chose, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un problème de faiblesse. J'ai une analyse alors plus globale et plus, je dirais, plus doctrinale, étant donné que bon, j'ai été à Sciences Po. Je crois beaucoup à l'analyse de Pareto sur et de Machiavel sur la circulation des élites. Je pense que nous avons une élite aujourd'hui qui est une élite de renards. Machiavel parlait des renards et des lions. Et je crois que cette élite de renards ne peut pas résoudre les problèmes. Donc, elle doit céder sa part au lion. Le lion n'est pas une classification politique. Il y a des lions qui peuvent être à droite ou à gauche. Je veux dire, on peut trouver des lions par exemple, chez Onfray ou des lions chez Marine Le Pen ou chez Dupont-Aignan ou autre. Le problème, c'est simplement, ce sont des gens qui ont une force de caractère que n'ont pas les renards qui, eux, sont faits pour être subtils dans un moment très clean, où tout va bien et où, par conséquent, ils peuvent jouer au Florentin dans ces moments-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut changer le personnel politique, et il faut changer le personnel politique. Évidemment, c'est des élections qui changeront le personnel politique, mais je crois que les gens sont aptes maintenant à voir ceux qui sont des lions et ceux qui ne le sont pas. Regardez, par exemple, on a commencé à parler de généraux. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'un général, c'est quelqu'un qui a une force de caractère et qui ressemble plus au lion qu'au renard. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. Bon, encore une fois, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est certain qu'on va voir apparaître des gens qu'on n'a pas vu apparaître jusque-là, et qui sont des gens qui auront une poigne, une ténacité, une force qu'il n'y avait pas avant. Justement, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous parlez de ces élites, vous parlez de ceux qui nous dirigent. Lors de son départ, le Premier ministre de l'Intérieur du quinquennat Macron, Gérard Collomb, réclamait une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale, pour éviter, disait-il, que les gens qui vivent côte à côte se retrouvent face à face. La mixité sociale, c'est encore possible aujourd'hui, vous pensez ? Le problème n'est pas que c'est possible ou pas possible. On ne peut pas demander aux gens de vivre avec d'autres personnes s'ils n'en ont pas envie. Vous savez très bien, c'est Gulli, hein, la France périphérique. Là, il y a toute une partie de la France qui s'est enlevée de ces quartiers, de ces banlieues. On va pas leur mettre un revolver dans les côtes en leur disant revenez. Le problème, c'est ça. C'est qu'on peut toujours dire il faut vivre ensemble, mais si les gens n'ont pas envie de vivre ensemble, ils ne vivront pas ensemble. Quand vous êtes dans
dans un immeuble et que dans cet immeuble, il y a, vous savez, déjà Chirac disait les odeurs, le bruit et tout ça, on vous casse la boîte aux lettres, vous descendez le parking où il y a le vélo, il est cassé, il n'y a plus la trottinette, il n'y a plus le vélo. Une trottinette électrique, ça coûte 1000 euros. Hein. Un type qui gagne le SMIC, on lui pique sa trottinette électrique, c'est une catastrophe pour lui. Donc je pense que le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à mettre les gens ensemble, si ce n'est, encore une fois, avec un fusil sur la tempe en leur disant c'est une obligation. On ne peut quand même pas faire ça. Et c'est là aussi, c'est que comme à un moment donné, c'est toujours cette notion de fracture, comme à un moment donné, les gens ne vivent plus ensemble, parce qu'ils se sont vus, parce qu'ils se sont connus et parce qu'ils ne se sont pas appréciés. Ils ne se sont pas appréciés parce que je crois que c'est deux cultures différentes et qui est très compliqué. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les immigrés qui s'intègrent, eux-mêmes fuient ces quartiers-là. Donc, ça prouve bien qu'il y a une intégration qui est possible, mais que malheureusement, au niveau géographique, ça pêche. En parallèle de cette tribune, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous avez publié un ouvrage intitulé « Les damnés de la France ». On les reconnaît à quoi, ces damnés? On les reconnaît parce qu'ils sont mis de côté. Ils sont mis de côté, je prends, moi, deux catégories de damnés, ce que j'appelle les damnés conjoncturels et les damnés structurels. Alors, les damnés structurels, ce sont quoi? Ce sont des damnés qui, par structure, le sont. C'est-à-dire, soit parce qu'ils ont des idées qui ne correspondent pas, c'est-à-dire qu'ils sont mal pensants, hein, ils ne sont pas politiquement corrects, soit parce qu'ils ont un métier qui lui-même n'est pas politiquement correct. Je veux dire, quand vous êtes policier, gendarme, vous voyez, moi je suis doublement damné par mes idées et par le fait d'avoir été gendarme. Quand vous êtes policier, gendarme, quand vous êtes gardien de prison, quand vous êtes quand vous êtes pompier, quand vous êtes maintenant professeur des écoles, eh bien c'est mal vu. Et là, vous risquez d'avoir les foudres de toute une population, de tout un tas de bandes. De l'autre côté, vous avez les damnés conjoncturels. C'est la conjoncture qui les a rendus damnés. C'est-à-dire, ce sont ceux qui, le soir, un soir, à 11 heures du soir, se sont retrouvés en face de 4 ou 5 types qui leur ont fait baisser les yeux parce qu'ils leur ont demandé une cigarette. Ça, c'est typique, la cigarette. On n'insiste jamais sur la cigarette, c'est fondamental. Le commissaire Buitrong en a très bien parlé. C'est cette notion que on vous demande une cigarette tout simplement parce que ou vous l'avez et vous êtes obligé de la donner et ils ont gagné, ils vous ont fait peur, ils ont gagné, vous avez cédé, ou alors vous n'en avez pas et ou vous en prenez 2 ou 3 sur le rable, ou alors vous êtes obligé de baisser la tête et de partir, je dirais, de manière très, très sournoise. C'est important. Et je pense que cette conjoncture est de plus en plus, vous le voyez, tous les jours, cette conjoncture prend de plus en plus de force et les femmes qui se font violer, tabasser, insulter, dans les métros, ailleurs, il y en a de plus en plus. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis aperçu, et j'en discutais tout à l'heure d'ailleurs avec une personne qui me disait, en fin de compte, tout ce que vous dites, moi je l'ai vécu. Mais comme un millefeuille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'ai vécu, mais ensuite, une autre actualité arrive derrière et j'y pense plus. Et je les mettais pas bout à bout. Vous les avez remis bout à bout. Et je les ai remis bout à bout pour montrer l'ampleur du phénomène, de toutes ces agressions, de tous ces viols, de tous ces meurtres, et montrer que chaque fois, ou alors on ne dit pas le nom, ou alors on le dit au moment du procès, ou alors on change même le prénom. Enfin bon, chaque fois c'est la même chose. Je pense qu'il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, je vais vous dire, d'ailleurs ça sert. Vous les appelez à parler ces damnés de la France. Je vous cite dans votre ouvrage, peu importe que suite à vos propos, vous soyez traité de tous les noms. En fait, est-ce que c'est un appel à l'insurrection quelque part, cet appel à la parole, à s'exprimer? Non, l'insurrection n'est pas la parole. L'insurrection n'est pas la parole. Je n'appellerai jamais à l'insurrection. Mais je voulais terminer sur ça parce que c'est intéressant comme analyse. Je pense que le fait de ne pas mettre les prénoms, alors qu'on sait, bon, alors il s'appelle Abdallah, Mohamed, ou j'en sais rien, dessert l'immigration. Parce que si on mettait les prénoms et les noms,
les gens feraient la différence entre le bon et le moins bon. Mais là, quand vous dites les jeunes, qu'est-ce que pense tout de suite le Français? Il se dit, bon, ben voilà, c'est des immigrés, c'est des Arabes, c'est des... Bon. Et c'est ça qui est mauvais. Alors que si on avait le courage de dire, bah, c'est monsieur Untel, ben, oui, c'est monsieur Untel, mais telle autre personne n'en est pas, n'est pas un mauvais. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourrait scinder le bon gré de livret. Là, on le fait pas. Et c'est une hérésie, mais complète, de dire les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Enfin, moi, je sais que chaque fois que les gens lisent les jeunes, ils me disent, oh, regarde, c'est encore les mêmes. Donc, c'est totalement contre-productif. Cette idée d'un envoi de l'armée dans les quartiers dits difficiles, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner estimait l'an dernier que ça serait courir le risque d'un embrasement. Est-ce que vous partagez son opinion? Moi, je ne partage rien. Je vous ai dit, c'est l'armée sera envoyée par le gouvernement, c'est-à-dire par le politique. Donc, moi, je dirais que le politique prenne sa responsabilité et à partir de là, on verra bien ce qui se passe. Je pense simplement que, comme je le dis dans la lettre, ça sera un moment dramatique, ça sera un moment de tension tragique et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. En 2016, Éric Zemmour évoquait l'existence d'une opération baptisée RONS au sein de l'état-major français, une opération visant à reprendre les quartiers par la force. Est-ce que vous savez quelque chose de cette opération? Non, j'avoue que je ne sais rien de cette opération. Maintenant, il est évident que le, excusez-moi, la technique militaire fait qu'on peut pas dire qu'ils font l'impasse de la partie intérieure. Il y avait avant ce qu'on appelait la défense opérationnelle du territoire. Il est évident que le territoire est aussi quelque chose à défendre par le militaire, qui peut être défendu par le militaire. Donc le militaire réfléchit à ça. Ça, c'est évident. Ce que dit Zemmour, c'est évident que c'est en train d'être cogité par les états-majors. Parce Est-ce que que les ça peut militaires être ont les moyens d'intervenir justement dans des quartiers à l'intérieur du territoire national? Est-ce que c'est leur rôle au fond? bah, écoutez, si encore une fois, vous le savez, l'armée est une force de troisième catégorie. Si le pouvoir politique lui donne l'ordre, si on est on est déjà dans l'état d'urgence, mais si on est demain dans l'état de siège, où là c'est le militaire qui prend les décisions pendant 12 jours, hein. Ensuite il faut aller devant l'Assemblée. Mais si c'est le militaire, on verra à ce moment-là, mais c'est encore une fois le politique qui décide de ça. C'est pas le militaire. C'est le politique qui décide des guerres, c'est le politique qui décide des interventions, qu'elles soient extérieures ou qu'elles soient potentiellement, peut-être un jour, intérieures. Il y aurait 20% de soldats musulmans au sein de l'armée française. Est-ce que dans l'éventualité d'un envoi de l'armée dans des quartiers, est-ce que ça pourrait poser problème, cette appartenance Alors, religieuse? certains y ont réfléchi, hein, on a même mis sur le site une lettre très intéressante d'un capitaine de gendarmerie d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un problème, mais je vais vous dire, il y a une première chose qu'on devrait faire, c'est que les binationaux ne devraient pas être tolérés dans l'armée. On ne peut pas faire un engagement avec quelqu'un qui est binational, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui apprendre à tirer, on va lui apprendre à se camoufler, on va lui apprendre à tenir des explosifs, et il peut très bien un jour décider d'aller du côté de sa, je dirais, de sa deuxième famille nationale. Et si cette deuxième famille nationale est contre nous, ça posera des problèmes. Regardez l'attitude du gouvernement algérien aujourd'hui. Imaginez que demain, un Algérien apprenne des tas de choses en France qui conserve sa nationalité algérienne, hein, et qui rentre dans l'armée. Moi, je ne voudrais pas que, en sortant de là, en sortant de l'armée, ils prennent un fusil ou ils prennent une calache et ils s'en prennent à mes concitoyens, à mes concitoyens. Ça sera ma dernière question, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Dans votre lettre, vous dénoncez la façon dont le pouvoir utilise les forces de l'ordre pour réprimer des manifestations populaires. On l'a vu avec ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes. Est-ce que, selon vous, on est dans une période pré-révolutionnaire?
On est dans une période délicate. Je ne sais pas si elle est révolutionnaire, parce que très souvent, les révolutions, on les a pas vues venir. Mais qu'on soit dans une période délicate où n'importe quelle petite explosion peut mettre le feu aux poudres, c'est évident. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cet équipage de CRS dans une voiture qui se fait agresser par une dizaine ou une vingtaine de gens d'une bande. Et je crois que ça peut arriver demain. D'ailleurs, il y a une chose qui est quand même aberrante, c'est que si on veut savoir si j'ai raison, c'est très simple. Prenons les 20 ans, les 20 dernières années, et regardons déjà sur les 20 dernières années s'il y a eu une augmentation, une accélération. S'il y a eu cette accélération, et personne n'en doute, on le voit, s'il y a eu cette accélération, imaginez ce qu'il en sera dans les 20 prochaines années. Parce que la situation, elle est dans un sens, elle ne va pas revenir comme ça de l'autre côté. Hein. C'est la fameuse la pomme pourrie, pourrie des autres. Mais la pomme saine n'arrive pas à rendre saine la pomme pourrie. Donc, c'est une logique arithmétique. Et ça, je ne comprends pas très bien comment le gouvernement n'a pas le courage et la lucidité de le voir et de faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de la première tribune des militaires. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, voilà, les damnés de la France. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir.